tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 2 avril au moment où je tourne cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu, alors ça va aborder différentes notions parce que nous sommes dans le portail du sucre d'orge au moment où je tourne cette vidéo et ça va parler d'une notion sucre d'orge, ça va parler de transgénérationnel, ça va parler des mémoires du passé qui impactent et nous empêchent d'être nous-mêmes, ça va parler de dénonciation et de jugement, ça va parler de pas mal de choses en l'occurrence, et donc inévitablement ça va faire écho à quelques notions que nous avons déjà évoquées sur cette chaîne, mais encore plus profond. Voilà. Donc en fait, ce matin, j'ai vu la dernière vidéo de la playlist de révision 17. Ça y est, je viens de finir cette playlist et sur cette playlist, la dernière vidéo était une vidéo où il faut faire la différence entre jugement et dénonciation. Quand je vous ai mis cette vidéo dans la playlist, je n'avais pas encore revisionné cette vidéo et je n'ai vu cette vidéo que ce matin. Et quand j'ai revu cette vidéo ce matin, j'ai eu cette sensation de « Ah, mais c'est pas celle-là que j'aurais dû mettre dans la playlist. Ah, mais je pensais pas que c'était celle-là. » En effet, je pensais vous avoir mis une vidéo qui vous rappelle la théorie. Ah, je pensais que c'était mon chat qui miaulait. Non, c'est ma fille qui fait du bruit. Euh, je pensais que ce serait une vidéo théorie qui réexplique la différence entre dénonciation et jugement. Mais pas du tout. C'était un défi d'énonciation et que j'avais dû faire, qui m'avait mis dans beaucoup d'inconfort à cette époque-là. Et quand j'ai revisionné cette vidéo, je n'ai pas du tout aimé cette vidéo. Et heureusement que je n'avais pas revisionné avant, parce que j'aurais peut-être été dans un mécanisme contrôlant de censure à ne pas remettre cette vidéo en révision. Malgré que cette vidéo, je ne l'aime pas du tout et qu'elle soit inconfortable pour moi à voir, parce que ce matin quand j'ai revisionné, c'était inconfortable, je vais quand même vous la remettre en dessous. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de vous parler de ce que j'ai ressenti ce matin en voyant cette vidéo. Ça va justement tourner autour de ça, car si pour vous c'est compliqué de dénoncer, sachez que pour moi, vous imaginez pas à quel point ça a été compliqué pour moi et à quel point ça l'est encore inconfortable de le faire. Et je vais vous dire pourquoi et d'où ça vient. Et c'est là où ça va vous donner à cogiter sur vous. Quand j'ai vu cette vidéo, je ne me reconnais pas dans cette vidéo. Pour moi, cette vidéo, ce n'est pas moi. Pour moi, cette vidéo, ce n'est pas moi. C'est pour ça que vous avez besoin d'aller la revoir. Qu'est-ce que j'ai vu dans cette vidéo ? Dans cette vidéo, j'ai vu quelqu'un que l'on force à faire un défi qu'elle n'a pas envie de faire. Et donc, je ne suis pas dans mon énergie à moi, je ne suis pas dans mon énergie habituelle de légèreté, d'avoir le sourire, d'être zen intérieurement. Je me trouve à cran dans cette vidéo et dans une situation inconfortable. On est dans le portail du sucre d'orge, c'est le portail de l'inconfort, dans une situation inconfortable où on me prend au dépourvu à me pousser à faire quelque chose que je n'aime pas faire. Et je suis en résistance. Donc je le fais, mais je le fais malgré moi. Je le fais donc pas dans mon énergie à moi. Et je le fais dans une... Je suis tendue. Et je parle très vite dans cette vidéo, histoire de... Vite, bouclons ce sujet et soyons débarrassés de ça. Donc en fait, c'est pas moi. Je me vois en plein défi, inconfort, mais je me reconnais pas. En plus, comme cette vidéo date d'un certain temps, c'est plus trop les énergies dans lesquelles je suis aujourd'hui. Pour moi, c'est complètement révolu d'être dans un inconfort comme ça quand je dois relever un défi. Voilà, les guides le confirment.
dans cette vidéo, je suis, je suis dans un émotionnel où je suis agacée, énervée de voir différentes choses, c'est-à-dire déjà le cas précis que je dénonce. Je ne comprends pas qu'on puisse, par narcissisme, aller abîmer les autres. Et là, c'est ce que je dénonce dans cette vidéo, c'est que par narcissisme, par besoin de Dalidite, que ça passe avant le fait d'abîmer les autres. Ça, c'est quelque chose qui, dans mes valeurs, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, ça me met dans un état de révolte. Ça me met dans un état de révolte. Je ne comprends pas comment on peut aller abîmer les autres par besoin de se mettre en valeur. Ça, je ne comprends pas. Pour moi, qui ai toujours été dans cette valeur profonde d'être trop, moi c'était même trop, axé sur l'extérieur, d'aide à l'extérieur, moi c'était plutôt l'extérieur qui passait avant moi. Et comme j'avais pas cette Dalidite, bah inévitablement c'est quelque chose qui comprend pas que je comprends pas parce que c'est complètement contraire à mes valeurs. Et on le voit dans cette vidéo, j'hallucine de me dire, il y a quand même des gens qui font ça pour recevoir, avoir un public, alors que ce qu'ils disent, c'est de la merde. Malheureusement, au moment où je tourne cette vidéo, c'est quelque chose qui va devoir être travaillé dans le collectif, parce que il y a des chaînes qui se déploient sur la toile qui sont dans ce but-là. Et vous allez devoir, vous, sans doute que vous en avez rien à foutre de ne regarder que moi. Pourquoi vous n'auriez envie de ne regarder que moi? Si vous vous intéressez un jour aux flammes jumelles, vous allez avoir envie, comme n'importe qui, c'est d'aller écouter les vidéos de plein de gens. Et vous vous trouverez plus ou moins aligné en fonction de là où vous en êtes, et vous allez être attiré par tel ou tel discours qui vous arrangera vous, dans ce que vous aurez à entendre, et souvent, ça ne sera peut-être pas toujours les bons choix au début. Malheureusement, non. Parce que vous allez souvent être attiré par la facilité, par les petits câlinous câlinettes, ce qui vous demande de ne pas faire d'efforts, ce qui va vous faire miroiter monts et merveilles, toutes ces choses-là. Au début, vous allez être attiré par tout ce qui est confortable, ce qui est facile, les solutions miracles, et il y a des chaînes qui jouent là-dessus, qui prônent ça pour soit obtenir de l'argent, soit pour combler leur narcissique et leur faille narcissique et avoir un public. Au moment où cette vidéo paraîtra, j'essaierai de remettre en dessous les différentes vidéos de dénonciation que l'on m'aura demandé de faire. Et comme ça, à vous aussi de vous faire votre avis et de voir un peu vers quoi vous êtes aligné. Ça, c'est en fonction de votre chemin et ça ne m'appartient pas. D'accord? Voilà. Je relève les défis, mais loin de moi l'envie de vous imposer quelque chose. Voilà. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, cette valeur-là, c'est quelque chose qui me dépasse et qui me choquait encore à l'époque. Qui me choque beaucoup moins aujourd'hui, parce qu'entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts et j'ai vu que c'était loin d'être la seule personne à avoir une faille narcissique où, par besoin de combler une Dalidite, il y a des gens qui sont prêts à n'importe quoi pour ce côté un peu gourou de vie antérieure, à recombler, à satisfaire. Et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, depuis que j'ai fait cette vidéo, on m'a envoyé beaucoup de gens qui avaient ce problème-là. Donc inévitablement, aujourd'hui, ce qui m'énervait au plus haut point à une époque, aujourd'hui, je suis rodée sur ça. C'est bon, je suis moins naïve là-dessus. Je sais aujourd'hui que c'est beaucoup plus fréquent que ce que je n'aurais cru. Donc je suis moins hypersensible sur le sujet à être énervée en voyant ça. Aujourd'hui, mon Dieu,
J'ai vu que c'était ultra fréquent. Voilà. Donc là-dessus, ça typiquement, c'est plus ça qui va savoir me mettre en colère comme dans cette vidéo où je suis choquée. Donc j'ai vu mon évolution. Voilà. L'extérieur n'arrive plus à m'impacter avant. J'ai guéri mon hypersensibilité à ça. Inévitablement, oui, il y a plein de gens qui sont prêts à n'importe quoi. Et voilà. Ça, il faut cohabiter avec ça. Ainsi, quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui, il est prêt à ça. Ensuite, dans cette vidéo, il y a un autre truc où je me trouve à cran et un peu dans une énergie de peur. Oui. Et ça, je crois que c'est le point qui m'a le plus choquée dans cette vidéo, car ça, c'est quelque chose que je n'avais pas identifié chez moi à ce point-là. Autant je savais que c'était inconfortable de dénoncer, que j'aime pas faire ça, bah oui, parce que dénoncer, c'est risque de représailles, c'est risque de conflit. Et on voit que dans cette vidéo, à chaque fois que je le fais, c'est ce que je vis, oui, parce que j'ai peur de ça. Donc en fait, c'est ce que je vis à chaque fois, et que j'aime pas faire des dénonciations, puisqu'à chaque fois, vous avez à faire face à ces représailles à chaque fois. Et par peur de ce conflit, par peur de ça, comme c'est inconfortable pour une ex-serpillière comme moi, ben, j'ai pas envie de le vivre. Et on le voit dans cette vidéo que ça m'énerve d'avoir à vivre ça. J'en ai marre des défis à la con, des guides, de cette montagne. Voilà, je suis un peu dans cette énergie-là. Aujourd'hui, j'en rigole, hein, mais à l'époque, j'en rigolais pas, en fait. Hein. Et dans cette vidéo, on voit que ça me pète les couilles, en fait. En d'autres termes, ça me pète les couilles. À côté de ça, je me vois dans cette notion de peur. Et là, j'ai revu mon énergie, deux énergies derrière cette peur. Non seulement, toujours cette notion un peu de sucre d'orge d'enfant qui a peur des représailles, et là, les représailles, c'est aussi les foudres, et aussi cette notion de sauveur, de me dire, mais vous êtes masochiste à faire des trucs comme ça, vous n'imaginez pas les foudres que vous allez vous prendre. Ouais. Pourquoi? Parce que moi, je connais les règles du jeu. Et je sais que il y a des choses qui sont vraiment pas ok de faire, et que dans ces cas-là, les foudres seront à la hauteur de ce que vous faites, en fait. Mais sauf que moi j'aimais pas les foudres. Et moi, dans mon travail, en faisant les consultations, je suis témoin du niveau de foudre que vous subissez, vous, quand vous êtes hyper têtu, en fait. C'est un peu comme assister comme si vous étiez plusieurs enfants dans une fratrie, que vous êtes l'enfant docile, et vous avez le frère qui, lui, fait le coriace, qui fait le caïd avec les parents, et vous regardez, vous dites, oh, mais il est fou de faire ça, les enfants. Oh, c'est les parents, ils vont l'engueuler, oh là 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 là, mais il est fou, et vous avez envie de lui dire, fais pas ça, tu vas te faire engueuler. Pourquoi? Parce que quand il se fait engueuler, lui, peut-être que ça l'affecte pas, parce qu'il est plus tête dure que vous, mais vous supportez pas de voir vos parents engueuler ce frère, vous voyez, ou cette sœur, ou voilà. Et pour vous, c'est violent de le voir subir les représailles, et c'est une violence invisible qui vous fait mal au cœur. Et en fait, vous dites, mais moi, je supporterai pas ça. Moi, je supporterai pas. Et mais pourquoi il fait ça? Mais non, fais pas ça. Et en fait, moi, le fait de justement vous aider dans ces accompagnements, souvent, vous avez des tempéraments beaucoup plus têtus que moi, je ne le suis. Forte contraction, parce que vous avez souvent la blessure d'injustice, alors que moi, je ne l'avais pas. Et en fait, vous êtes beaucoup plus têtu que moi. Et donc, en fait, inévitablement, vous, comme vous êtes coriace et têtu, vous, les foudres que vous avez, oh. Et moi, j'assiste à ça et je me dis, mais ils sont fous, mais ils sont masos. Mais moi, j'aurais jamais supporté d'avoir des foudres comme ça, en mode sucre d'orge, vous voyez? Mais moi, j'aurais pas aimé. Mais c'est horrible d'avoir ça comme foudre. Bon, au final, j'ai eu des défis bien pires, au final. Hein, on m'a bien montré que j'étais capable d'eux.
voilà, tout ce que vous pensez sur vous, on va vous prouver le contraire. Mais en soi, quand je voyais ça, moi je me disais, et en fait, je comprenais pas pourquoi les gens étaient dans ce masochisme-là. Vous savez, je vous ai peut-être raconté une fois de péripéties que j'ai eues en canoë-kayak où on a failli se noyer à plusieurs parce il y avait beaucoup de courants, il y avait beaucoup de turbulences et avec une bande de potes, on a eu pas mal de péripéties euh, je vous avais expliqué toute ma jambe, qui avait, voilà. Ce jour-là, j'ai dû quand même remonter dans mon canoë, mon kayak, pour continuer la descente. Mes amis aussi. Et ça ne s'est fait que s'enchaîner ce jour-là. Et à un moment, on arrive sur un rocher où le courant faisait pousser, le courant emmenait, on ne pouvait pas maîtriser les kayaks à cet endroit de la descente, et le courant qui était tellement fort emmenait tous les kayaks tout droit sur ce rocher. Ce qui fait que moi, j'ai une copine qui a été, une fois que le kayak a percuté sur ce rocher, le kayak s'est retourné, elle a été happée vers le fond et quand elle a voulu remonter, elle ne pouvait pas parce qu'elle était en dessous du rocher. Et à chaque fois qu'elle voulait remonter, elle se claquait la tête sur le rocher. Et là, elle a cru, franchement, qu'elle allait y passer. Elle a eu extrêmement peur. Et il y avait déjà un gars qui avait le crâne ouvert sur le bas-côté et l'hélicoptère qui venait le rechercher, ça avait eu lieu avant notre arrivée. Donc c'était vraiment un coin dangereux. C'était en plein milieu, pour la petite anecdote, la petite pointe humoristique, c'est que c'était en plein milieu d'un camp de nudistes à cet endroit-là, on ne le savait pas, et ce qui faisait que tous les naturistes se mettaient un peu sur les rochers au milieu pour nous faire contourner, pour qu'on n'aille pas s'emplafonner sur le rocher. Et ils nous faisaient contourner. Ils faisaient barrage devant le rocher pour que tous les gens qui descendaient n'aillent pas s'emplafonner, parce qu'ils voyaient bien que tout le monde allait droit là-dessus. Ce qui fait que moi, quand je suis passée, grâce à eux, j'ai contourné et j'ai été pris dans l'autre. Voilà, j'ai réussi à contourner ce rocher. En fait, c'est ça. C'est que pour moi, par peur de vous voir vous emplafonner, parce que j'ai vu des gens s'emplafonner, je cherche à vous faire contourner en mode sauveur, voilà, mais faites pas ça, mais faites pas ça, mais vous imaginez pas. Le problème, c'est que quelqu'un qui débarque sur ce parcours, qui n'est pas réellement éveillé, qui ne sait pas que ça se passe comme ça, qui s'est peut-être intéressé à la spiritualité, où tout est beau, tout est joli, et les foudres n'existent pas. Vous savez, non, non, ça n'existe pas. Non, le karma n'existe pas, et les foudres, ça n'existe pas. Inévitablement, moi je me dis, mais putain, vous êtes maso, vous vous autorisez, vous vous permettez à faire des choses qui ne sont pas autorisées, et moi je sais ce qui va se passer après. Et j'ai envie de vous dire, faites pas. Et dans cette vidéo, on retrouve à la fois ce côté sauveur qui veut vous demander de contourner, de ne pas faire ça, et il y a aussi cette peur. Et cette peur pour vous, en fait. Cette peur pour vous, où là, je ne comprends pas, je suis dans l'incompréhension, mais pourquoi vous faites ça dans vos valeurs, et pourquoi vous faites ça même par rapport à vous, le masochisme. Et je me sens complètement démunie dans cette vidéo, et je suis dans toutes ces énergies-là. Et au final, je ne me reconnais pas dans cette vidéo. Parce que je n'en suis plus du tout là, en fait. Aujourd'hui, j'ai compris que si vous êtes têtu, inévitablement, vous allez devoir expérimenter. Allez vous vautrer. Maintenant, j'ai appris à regarder les gens souffrir, oui. Oui. Et puis, ne plus en souffrir moi-même. Comme ça, voilà. Je vous laisse expérimenter. Je ne cherche pas à vous faire contourner votre chemin. Non. Parfois, c'est nécessaire pour vous, parce que vous n'êtes pas comme moi, vous êtes extrêmement têtu. Voilà. Et de toute façon, si vous voulez contourner par énergie, par peur, par sucre d'orge, vous allez quand même devoir vivre des épreuves pour ne plus être sucre d'orge. Donc de toute façon, il y aura toujours ces épreuves pas très agréables sur ce parcours. Voilà.
Donc dans cette vidéo, je ne me suis pas du tout reconnue, non. Par contre, il faudra quand même que j'essaye de retrouver la fameuse vidéo de la théorie où il faut faire la différence entre le jugement et dénonciation, parce que de ce fait-là, on ne l'a donc pas révisée, et il faudra que je la retrouve pour une prochaine playlist révision. Voilà, d'accord? Voilà pour ça. Bon, donc je continue, j'ai été un peu interrompue. Donc là, je suis un peu coupée dans mon élan, je vais me mettre à l'aise quand même. Par rapport à tout ça, les guides en ce moment continuent de me pousser sans cesse sur ces dénonciations, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont... Je dois vous pousser à avoir des analyses cohérentes et à avoir un esprit critique de ce que vous écoutez, de ce que vous lisez. Hein, en ce moment, je lis un livre qui raconte n'importe quoi, en mode très perché. Je vous en parle souvent en story de ce livre-là. C'est du grand n'importe quoi. Peut-être même que quand je l'aurai fini, peut-être que je vous en parlerai plus en détail en vidéo, mais en tout cas en story, je vous en ai déjà parlé. Voilà. Quoi qu'il en soit, on m'apprend à être plus gonflé. Voilà. On m'apprend à être plus gonflé. Comment les guides m'ont fait passer le message? Ils m'ont complètement gonflé. Ils m'ont gonflé le ventre, gonflé le ventre. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai le ventre aussi gonflé? Est-ce que j'ai été gonflée sur quelque chose? Et non, moi je suis plutôt au mode serpillière, manque de confiance. Donc en général, je ne suis pas gonflée sur quelque chose. Voilà. Moi, c'est plutôt toujours le côté inverse. Donc, et là, en faisant des tests, en leur posant des questions et en faisant vérifier à Aurélie, j'ai compris que c'était un peu comme les synchronicités des pannes. Là, c'était mon ventre qui était en panne, c'était mon corps qui était en panne. Je devais apprendre à être plus gonflé. Dans mon paraître devait apprendre à être plus gonflé. Voilà, donc j'ai compris le message qu'on me faisait passer en osant dénoncer des choses que moi, en temps normal, je dirais ça se fait pas, il faut pas, voilà. Mais en fait, c'est lié à une mémoire du passé, et c'est ça que je vais vous expliquer après. C'est pas bien, ça ne se fait pas. Toujours l'amalgame entre jugement et dénonciation. Et tout était bon pour me trouver des excuses pour ne pas le faire, parce que c'était inconfortable. Toujours cette énergie. Vous voyez cette fourberie, sucre d'orge, due à l'énergie sucre d'orge de j'ai pas envie de le faire, donc je vais me trouver à moi des excuses pour pas avoir à le faire. En me disant que c'est pas bien. Ouais, c'est pas bien, ça ne se fait pas, et puis les gens qui ont envie de regarder, ils font ce qu'ils veulent, chacun pense ce... Vous voyez, toutes ces notions-là pour ne pas avoir à dénoncer soit des livres que je lis qui sont pas ok, parce que c'est des livres souvent qui sont écrits par des gens et tout le monde adore, ou soit des chaînes qui ont plein d'abonnés. Moi je suis comme ça. Donc quand vous êtes comme ça, dénoncer un truc grand comme ça que tout le monde adore, mais qui n'est pas la vérité, voilà. Dénoncer aussi tous les extrémismes. Parce que tout ça, c'est encore, souvent, c'est toujours dans de l'extrémisme. L'extrémisme, c'est donc quelqu'un qui est dominant. Et en fait, moi, j'ai une aversion totale pour les dominants. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça revient de mon enfance. Mais voilà. Ce qui fait que on me demande de dénoncer souvent des choses où moi, d'habitude, j'aime pas parler. Même la politique. J'aime pas trop parler de politique parce que chacun pense ce qu'il veut. Oui, mais là, on m'a lancé beaucoup de défis où dans la politique, il y a aussi des extrémismes et qu'aucun extrémisme n'est ok. Donc, on m'a poussé un peu à partager des faits, des trucs, tout ça, pour pousser les gens à réfléchir. Les gens perchés qui sont dans un ego spirituel, le monde des licornes, c'est encore une forme d'extrémisme. Et les guides n'aiment aucun extrémisme, moi non plus, mais souvent j'ai un peu la même vision qu'eux. Donc, inévitablement, vous pouvez sortir le pendule et vérifier avec moi, est-ce que Peggy aime l'extrémisme? Non, aucun. Est-ce que les guides aiment l'extrémisme? Vous verrez que vous avez non.
Est-ce que les guides valident un extrémisme en politique? Non. Aucun? Demandez aucun, aucun. Aucun extrémisme en politique. À vous de vous faire votre opinion. Est-ce que les guides valident la spiritualité perchée? Non. C'est pour ça que je vous remettrai les différentes vidéos qui ont parlé de dénonciation sur cette chaîne. Tous les extrémismes, rien d'extrémiste n'est validé par les guides. Ok, il faut quand même être éveillé spirituellement, mais dans une spiritualité ancrée, où vous gardez une capacité d'analyse, où vous ne partez dans aucune notion extrémiste. Ce qui est totalement en phase avec moi. Donc moi, ça me va. Je suis la bonne candidate pour eux. Inévitablement, m'apprendre à être plus gonflé, c'était de oser dénoncer ce qui est plus grand que moi. Quand vous êtes sucre d'orge et ex-serpien, je peux vous dire que c'est pas du tout confortable comme défi. Donc vous pestez contre vos guides. Et c'est là où vous retrouvez un peu ce livre, Les dieux voyagent toujours incognito de Gounel, que je lis en ce moment, mais je me tape des barres tous les soirs, parce que le thérapeute coach dedans, qui s'appelle Monsieur Dubreuil, donne des défis de merde hard à son piou-piou à faire, mais et qui sont hard, et en fait vous êtes pété de rire parce que vous retrouvez un peu cette histoire de montagne, de défi, de ce que vous n'aimez pas faire, de ce qui est totalement inconfortable, où on vous pousse à faire des défis de niveau comme ça, pour que après, un niveau comme ça, pour vous c'est hyper naturel. Donc on vous entraîne avec un niveau beaucoup plus fort que ce qu'est la vie en temps normal, mais c'est pour que la vie normale soit facile pour vous, du fait que vous avez été entraîné à pire. Vous comprenez l'idée? C'est pour ça que dans mes vidéos, moi je vous raconte tout ça, tout l'envers du décor, mais les gens n'ont pas envie d'entendre ça. C'est pour ça que, inévitablement, j'ai conscience que ma chaîne n'est pas appréciée, parce que ma chaîne, elle demande de travailler. Et les gens, ils veulent pas travailler. Les gens, ils veulent avoir et entendre des bonnes nouvelles sans rien foutre. Dire que vous allez pouvoir juste sortir un billet et faire un soin énergétique et ça sera bon. Ah ouais, c'est pas comme ça. Hein. Vous allez juste perdre du fric, mais c'est tout, vous n'aurez pas avancé. Contraction. Bref, inévitablement, moi, ma chaîne, elle est nettement moins appréciée que tout ce qui prône des trucs miracles. Et comme en général, quand vous me regardez, vous commentez pas, vous posez pas de like, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous n'êtes pas en train de contribuer à faire que ma chaîne se déploie. Non. Inévitablement, ma chaîne, elle évolue pas. Ben non. Bref, on me demande d'être plus gonflé, à oser dénoncer ce qui est plus grand que moi. Ce qui est plus grand, c'est-à-dire ce qui a eu plus d'abonnés. Et c'est totalement inconfortable pour moi. Ben oui. Pourquoi? Parce que ça fait écho à tout ce que je vais vous évoquer après de quand j'étais enfant. D'accord? Donc, pour moi, j'ai assimilé que c'est pas bien de juger. De base, si vous prenez la personne que j'étais avant de monter ma montagne, j'étais une personne qui ne supporte pas d'entendre, enfin, qui n'aime pas critiquer, qui n'aime pas, mais tout ça, je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos, donc je ne vais pas revenir dessus, et j'avais peur de ressembler aux gens qui jugent, parce que je les trouvais pas beaux, ces gens-là. Je les trouvais pas beaux. Quelqu'un qui juge, moi, je trouvais que c'était pas beau. Mais celui qui juge, c'est qui? C'est le rigide. Ouais. Sauf que moi, j'ai connu beaucoup de rigides, alors que moi, j'étais pas rigide. Et je trouvais ça pas beau. Inévitablement, comme j'avais pas envie de leur ressembler, inévitablement, dénoncer, je ne voulais pas dénoncer par peur de leur ressembler. Donc au final, j'avais quand même cette peur de l'image de qui j'allais être. Ah non, je voulais pas.
Donc finalement, il y avait quand même une notion un peu peur dans cette notion d'avoir peur de les ressembler. Ben ouais, un peu quand même cette peur de mon image. Vous voyez? Et par rapport à ça, en fonction de qui vous avez grandi, en fonction de comment vous avez grandi, excusez-moi, en fonction de comment vous avez grandi et avec qui, si vous avez eu des parents qui jugeaient beaucoup, il y a parmi vous une partie d'entre vous qui a trouvé que c'était normal quand on est grand et tout le monde juge autour de moi, ben je le fais sans même me rendre compte que je suis en train de juger. Tout le monde critique, tout le monde parle sur le dos de l'autre. Voilà, moi je vois pas où est le problème, je le fais sans même m'en rendre compte. C'est vrai qu'autour de moi tout le monde le fait. Maintenant que Peggy, que tu me le fais remarquer, ouais, je m'en rendais même pas compte que je le faisais. Parce que ben, j'ai dupliqué inconsciemment, par habitude, et j'ai autour de moi plein de gens qui font ça, et je fais ça tout le temps. Et puis, il y a des personnes comme moi qui sont dans l'extrême inverse, c'est-à-dire que comme j'ai vu des gens qui faisaient ça et que je trouve ça laid, ben moi je vais partir dans l'extrême opposé de jamais le faire. Donc je vais jamais critiquer, je vais jamais juger et je vais jamais dénoncer. Non, non, parce que je fais un amalgame entre dénoncer et juger et je vais pas le faire pour pas ressembler à ces gens-là. Ah non, non, pourquoi? Ah bah, je trouve ça tellement laid que moi je veux pas être comme ça. Ah non, 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 non. Donc vous pourriez quand même, et moi je suis partie à un moment dans cet extrême d'être beaucoup trop gentille, à laisser des gens faire des choses qui sont pas ok, en me disant c'est pas mon problème, mais en tout cas moi, ce serait jugé que de faire ça, ou d'avoir un avis, ou de... Voilà. Pendant longtemps, j'ai traîné ça, cet extrémisme-là, au final, de ne jamais rien dire. Mais à ça, il y a pire encore, c'est que, au final, ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, je suis en train de regarder les notes aussi de tout ce que j'ai à parler, j'arriverai pas à parler de tout. En fait, ce matin, je ferme, c'est bon. C'est une notion qui sera réévoquée à plusieurs reprises dans les vidéos, parce que c'est une notion vraiment importante où il faudra vraiment enfoncer le clou. Ce matin, j'ai eu un énorme déclic, un voile qui s'est levé en revoyant cette fameuse vidéo que j'ai vue ce matin sur le défi que j'avais eu d'énonciation jugement. C'est que je me suis rappelé de quelque chose de mon enfance sur lequel j'avais fait une amnésie. Vous le savez, on fait des amnésies sur des choses lointaines de notre enfance. Et là, il y a un souvenir de mon enfance qui est remonté à la surface et qui était une clé. Et ça, vous en aurez plein des trucs comme ça. Dans votre montagne, vous allez vous rappeler des trucs sur lesquels vous aviez complètement fait l'amnésie. Et ce matin, j'ai été scotchée face à ce souvenir qui est remonté à la surface. Ce souvenir qui est remonté à la surface, c'est que j'avais été mettre de la paillette sur une partie de mon enfance. Et ça, vous allez tous avoir ça dans votre ascension, c'est que vous allez vous rendre compte que vous avez mis de la paillette sur beaucoup de trucs de votre enfance. Pourquoi ? Ben pour y mettre des paillettes et que garder un souvenir agréable. Pour que le souvenir soit plus joli que ce qui s'était passé dans la réalité. C'est un moyen de protection que le sucre d'orge choisit pour pas avoir à vivre l'inconfort. Donc on va modifier un peu le souvenir et y mettre des paillettes. Vous voyez ? Et moi je l'ai eu sur... je vous ai fait des vidéos où je vous ai dit que j'avais beaucoup de compassion pour les gens qui avaient vécu du harcèlement dans leur enfance
parce que moi, j'avais eu la chance de ne pas en connaître. Et puis ce matin, je me suis dit, putain, mais j'ai vraiment un énorme problème. Calamity Peggy était de nouveau là. C'est à ne pas me donner de légitimité sur plein de trucs. Sur plein de trucs. C'est un truc, ça. Mais putain, le jour où je vais savoir me débarrasser de ça, c'est un boulet que je traîne, c'est la mauvaise racine. Ça, Calamity Peggy is back. Voilà, ce matin, c'était ça. J'ai dit, putain, mais même là-dessus, je me suis pas donné de légitimité. C'est-à-dire que, en fait, moi aussi, j'en ai vécu. Mais c'était pas à l'école, non, c'était en dehors de l'école. Et ça a été dans la cellule familiale. Ouais. Et je dis, putain, mais l'amnésie que j'ai fait là-dessus, j'ai mis de la paillette. Et quand je vous en parlais parfois en vidéo, je disais, ouais, ça va, enfin, rien de méchant. Bah si, quand même. Si, en fait. Et ce matin, je dis, mais allô, quoi? Mais allô? Mais pourquoi j'ai édulcoré ce que j'ai vécu? Bah, toujours pour pas dénoncer, pour pas être méchante, voilà, parce que faut pas être méchant avec les autres, voilà. Et en fait, là, j'ai vu l'ampleur du truc, l'ampleur de mon parcours, de comment j'ai été manipulée par les tierces. C'est-à-dire que, sans vous raconter toute ma vie, bien entendu, je ne vais pas faire de télé-réalité, mais j'ai moi-même été persécutée enfant par quelqu'un de plus grand que moi, qui était de nature très dominante et très colérique, qui faisait plusieurs têtes de plus que moi, qui était plus fort que moi, qui criait beaucoup, qui était très dictateur, qui riait en gros jamais, qui donnait beaucoup d'ordres, et fallait faire les choses comme cette personne avait décidé. Sauf que moi, j'étais une petite, j'étais la plus petite du groupe, et j'étais hypersensible. Et on me manipulait, on m'utilisait pour obtenir de moi tout ce qu'on voulait, parce que la petite dernière, on en fait ce qu'on veut, on lui donne des ordres, etc. Vous voyez ? Bon, parfois c'est le contraire, hein, parce que parfois les petits derniers sont un peu les chouchous, enfants rois, et les grands doivent se plier aux petits. Je vois des familles où c'est comme ça, hein, et ça c'est pas ok en fait. Donc aucun extrémisme, non, aucun extrémisme. Par rapport à ça, ce fameux persécuteur, lui, il avait quand même un niveau de méchanceté assez fort. Hein, vraiment une toxicité folle déjà enfant. Sauf que tout le monde lui laissait avoir ce plein pouvoir pour avoir la paix. Parce que si on lui disait quelque chose, il se rebellait, il devenait colérique, il faisait des crises, et pour ne pas avoir à gérer la crise de colère de ce dictateur, les adultes avaient pris le pli de ne rien dire et de se plier à toutes ses volontés. Ce qui fait qu'en vieillissant, cette personne n'a cessé de développer sa toxicité. Donc moi, petite pitchounette qui voulait être protégée des adultes, comment pouvais-je me défendre seule quand j'allais voir les adultes pour que l'on me protège? On m'envoyait bouler avec des débrouillez-vous, parce que j'étais pas la seule à m'en plaindre, mais c'était toujours le débrouillez-vous, hein, c'est des histoires d'enfants, débrouillez-vous. Oui, mais débrouillez-vous. Quand il y a un dictateur, un Hitler, c'est la loi du plus fort, et c'était lui le plus fort. C'était le plus grand, le plus âgé, etc., le plus colérique. Donc inévitablement, tout le monde devait plier le genou devant lui, et lui, il avait créé son royaume où il pouvait persécuter à volonté, et les adultes s'emmerdaient pas. Ils étaient beaucoup trop occupés, c'était toujours les excuses. Ah, j'ai mieux à faire, je suis occupée, là je peux pas, même quand ils étaient au téléphone, en train de papoter tranquille. Ah, mais là je suis occupée, m'embête pas, voilà. Donc moi j'ai appris enfant que
ne compte sur personne pour te protéger. Il n'y a personne qui te protégera, les gens s'en foutent, ils sont trop occupés dans la vie. Donc je me suis toujours contentée d'à peu près et de jamais déranger avec mes problèmes. Apprendre à démerder seul. Et quand vous êtes enfant, vous avez quoi comme outil de protection dans ces cas-là? Bah rien. Rien. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Le mécanisme de protection quand vous êtes enfant, c'est quoi? Bah c'est de plier le genou. Bah ouais, parce que moi, cette personne, quand j'allais la dénoncer, inévitablement, je pleurais. Vous savez, c'était quelqu'un qui était violent, en fait. Donc, inévitablement, qu'est-ce que vous faites? Vous pleurez. Donc, on m'a appris que quand je pleurais, j'étais qu'une grosse merde, j'étais quelqu'un de trop sensible. Donc, moi, ma sensibilité, pendant longtemps, je l'ai refoulée. Je ne l'ai pas assumée. Ben non, parce que j'ai reçu cette programmation. Et puis, ensuite, si je dénonçais, on me faisait comprendre que j'étais méchante. Je cherchais à nuire. Vous voyez, je cherchais à nuire pour être favorisée, alors que j'ai rien fait de mal. Mais tu cherches à me faire du mal. C'est toi la méchante, tu vois. Donc en fait, t'es méchante. Donc en fait, je vais dire à tout le monde de te mettre de côté, de ne plus te parler, parce que c'est toi la méchante. Vous voyez, la culpabilité, etc. Mais comme vous êtes toute pitchounette, vous voyez ça et vous dites, ouais. Et comme il arrivait, comme il pilotait tout le monde, tout le monde vous mettait de côté pendant quelques jours. Donc qu'est-ce que vous faisiez? Vous pliez le genou, vous faites ce que on vous dit, vous devenez une petite serpillière, parce que dans la vie, c'est le seul moyen de protection que vous avez, c'est d'être du côté des dominants, comme ça, on n'est pas contre vous, vous n'avez pas géré de conflit, c'est un moyen de protection génial, c'est de faire la serpillière et de faire ce qu'on vous demande de faire. Donc, faut pas dénoncer, parce que sinon, t'es la vilaine, t'es la méchante. Et en fait, encore aujourd'hui, Calamity Peggy, encore aujourd'hui, à 46 ans, j'agis encore en fonction de ce dictateur de mon enfance. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? À cause de cette programmation que j'ai reçue dans mon enfance. Vous voyez comment on peut traîner des boulets de pied de son enfance pendant un temps fou. Pendant un temps fou. C'est-à-dire que je sais faire ce que je n'aime pas faire. Je l'ai fait, j'ai fait des vidéos. Mais j'aime pas, c'est inconfortable pour moi. Et pourquoi ça reste inconfortable? À cause de cette mémoire. Parce que cette personne à qui je ne parle plus aujourd'hui, ah non, parce que cette personne, comme je vous dis, sa toxicité s'est développée au fil des années. Et cette personne a été toxique avec tout le monde en vieillissant, et tout le monde l'a clairement vu, et tout le monde en a fait les frais. Et moi, j'étais un peu le médiateur pendant longtemps, voilà, le sauveur satisfacteur, voilà. Et en fait, à un moment, j'ai pu supporter sa toxicité et je l'ai envoyé chier sévèrement. Voilà. Donc ça, c'est quelqu'un à qui je ne parle plus du tout aujourd'hui. Mais même quelqu'un à qui vous ne parlez plus du tout, vous pouvez encore agir comme s'il était là et tout le temps là. Et comme j'avais coupé avec cette personne, comme je l'avais envoyé chier, j'étais persuadée que j'avais traité le problème. Mais non, j'agis encore en fonction de ce qu'il m'a dit que j'étais. J'agis encore en fonction de ce qu'il m'a dit qu'il fallait faire dans la vie, ces procédures du dictateur. Et apprenez bien que dans la vie, la personne toxique qui agit mal ne veut pas qu'on la dénonce. Elle va toujours se rebeller quand vous allez la dénoncer. Elle va attaquer. Et c'est là qu'est la différence. C'est-à-dire que quand vous êtes droit dans vos bottes et qu'on vous attaque, vous en foutez de ce qu'on pense de vous. Parce que vous savez ce que vous valez. Et quand vous n'avez pas de dalidite comme moi, je m'en fous de ce qu'on va penser de moi aujourd'hui. Mais quelqu'un qui mise toute sa valeur sur son public, parce qu'un pervers narcissique, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et lui, il est très névrosé par son image. Lui, ça c'est son saint Graal, il ne peut pas perdre ça. Parce que qui va piloter? Le vampire a besoin de sang. Comment il va manipuler
pour avoir encore de la chair fraîche. Donc quand vous dénoncez un pervers narcissique, il va toujours réagir, oui, par l'attaque. Il va dire qu'il est persécuté, alors que c'est lui le persécuteur. La vidéo persécuté, persécuteur, on la remettra également en dessous. Par rapport à tout ça, inévitablement, dans mon chemin de vie, à chaque fois que j'ai subi des choses et que j'ai voulu ouvrir la bouche, j'ai toujours vécu le même schéma. Ça a toujours été le même schéma. C'est-à-dire que je me tais, je subis plus que de raison. À un moment, je l'ouvre, je dis quelque chose, je suis punie. Il y a des représailles. Je continue ma vie. Avec une autre personne, on me fait revivre quelque chose. Je dis rien. Cette personne abuse, abuse, abuse. J'ouvre ma bouche. Je subis des représailles. Et toute ma vie, ça a été que ça. Et je me suis marrée. Il y a quelque temps, j'aurais pas rigolé. Mais là, ce matin, j'étais pétée de rire. J'ai dit, putain, le schéma répétitif et la roue de hamster que j'ai vécu toute ma vie. Que j'ai vécu toute ma vie. Et ça a été comme ça tout le temps. Ça a été comme ça tout le temps. À chaque fois, ça a été comme ça. Donc, inévitablement, qu'est-ce que vous imprimez? À chaque fois, votre peur des représailles, elle augmente. Parce que dans votre mémoire, vous savez que quand vous ouvrez la bouche, vous allez devoir vivre les représailles. Ce qui vous freine à oser dire quelque chose pour ne pas vivre les représailles. Ainsi, est-ce qu'on veut que je donne quelques exemples? Celui-ci, je le dis ou pas? Ça en fait partie. Quand j'ai commencé à être thérapeute, j'avais peur de décaler mes séances, car j'avais peur que quand je décalerais mes séances, que les gens soient d'avoir des représailles. Me désengager, j'avais peur des représailles. Pourquoi? Là où j'ai travaillé avant, j'étais responsable, coordinatrice, enfin j'étais responsable des plannings. J'étais coordinatrice d'un laboratoire dans l'automobile et je faisais l'interface entre eux. Enfin, c'est un peu compliqué, mais à l'époque, je devais faire en sorte de optimiser les plannings pour plusieurs interlocuteurs, pour plusieurs développements produits. D'accord? Et j'étais face à une hiérarchie qui fonctionnait selon le principe que, en fonction de celui qui gueulait le plus et qui allait gueuler le plus fort et qui demandait à passer prioritaire, la hiérarchie baissait son froc et demandait de tout recommencer mes plannings. Donc j'étais obligée de tout recommencer pour passer en priorité absolue celui qui avait gueulé fort. Et quand j'avais fait ça, les autres qui avaient été décalés, ils faisaient la même chose. Ils disaient, s'il faut gueuler fort, je vais faire la même chose. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient revoir la hiérarchie. Eux aussi, ils utilisaient la clé de, moi aussi, je vais gueuler fort. Donc la hiérarchie rebaissait son froc face à monsieur B. Donc on me redemandait de changer tous les plannings. Et puis si c'était le troisième, voilà. Donc en fait, c'était un gros bazar. Et moi, j'étais un peu le pantin qui courait comme une cinglée à tout refaire en fonction de celui qui gueule le plus fort. Et c'est exactement ce que j'avais vécu dans mon enfance. C'est-à-dire que là, la hiérarchie, c'était les adultes qui baissent son froc devant celui qui gueule le plus fort. Et moi, j'étais le pantin qui courait dans tous les sens. Sauf que moi, j'ai sombré en burn-out. Et quand j'allais, je voulais me faire... En fait, la personne qui se prenait tout l'insatisfaction et qui cherchait à me coller une pression pour que je le décale pas lui, alors que j'avais reçu des ordres, c'était quand même moi. Donc en fait, moi, je me prenais toutes les fléchettes. Tout le temps. Tout le temps. Donc en fait, vous voyez, et c'est comme ça, quand vous avez quelqu'un qui n'est pas sécure et qui baisse son froc parce qu'il est sucre d'orge et sensible à quelqu'un qui a peur, qui baisse son froc parce qu'on crie dessus, qui priorise ces gens-là, c'est pas du tout sécure en fait. Ça abîme des personnes comme moi.
qui, elles, ne disent jamais rien, réclament rien. Voilà. Et là, vous avez une clé de compréhension à essayer de voir. Vous faites cette erreur aussi. Et donc, bah, finalement, vous êtes en violence invisible envers quelqu'un comme moi. Quand je vous dis que mon parcours de vie, ça a été que subir les violences invisibles. Bah là, vous avez encore un deuxième exemple. Donc à un moment, après 20 ans, j'ai claqué la porte. Voilà. L'année de ma 20e année, j'ai claqué la porte. Quelques mois avant d'avoir ma médaille. De toute façon, mon corps m'a lâché. J'ai fait des problèmes cardiaques. Le médecin m'a dit, il n'est pas question que vous remettiez un pied là-dedans. Non, j'avais atteint un niveau très très grave. Parce que je compensais. J'étais toujours en train de surcompenser. Euh, Les guides disent va jusqu'au bout pour ceux qui ne savent pas. Bah, en fait, je faisais de l'arythmie cardiaque. Donc de l'arythmie cardiaque, c'est-à-dire que vous êtes derrière votre bureau et vous sentez que votre cœur s'arrête et repart comme ça. Ça s'arrête, ça repart. Quand le médecin, j'étais en panique, hein, j'avais toujours l'impression que j'allais faire des malaises partout en fait. J'avais l'impression que j'allais claquer. Et en fait, quand je suis allée voir je n'aimais pas aller voir le médecin parce que je savais qu'il me mettrait en arrêt. Et quand il me mettait en arrêt, je reprenais avant l'heure. Enfin, voilà. Et ben en fait, le médecin, quand il a vraiment entendu comment mon cœur fonctionnait, euh, là j'étais arrêtée le jour même, basta, tu n'y retournes plus, et on ne m'a jamais permis d'y retourner. Voilà. Voilà un peu pour l'histoire. Voilà. Euh, Mais ils m'ont fait du harcèlement avec des procédures hein, pour m'intimider, pour que j'y retourne. Mais j'ai pris un avocat et voilà. Voilà pour la petite histoire pour ceux qui ne l'avaient pas suivi. Ensuite, il y a donc méfiez-vous hein, des chefs qui sont trop gentils et qui baissent leur froc devant ceux qui gueulent. Hein. C'est pas des chefs qui sont aptes à faire leur job. Ben non. Et vous n'êtes pas sécure en dessous. Donc moi j'ai toujours été comme ça avec une famille qui fonctionnait comme ça. Enfin, dans certains cas, pas dans tous les cas dans la famille, mais en tout cas il y a eu ça. Et il y a eu bah, ça au boulot aussi. Donc en fait, moi, ce qui était protection, que dalle en fait. Vous voyez, j'ai dû apprendre à développer mes mécanismes pour me défendre moi, parce que jamais personne m'aurait défendu dans rien en fait. Euh, on veut encore que je vous parle d'un exemple. Euh, cette vidéo, c'est vraiment, vous savez, la chanson de Louane, Louane dans La Fille, la chanson La Fille qui était tombée en chanson de la semaine. Hein, on dit c'est le moment de donner un peu plus de moi, c'est ce qu'on me pousse à faire, de vous donner un peu plus de moi en vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais bon voilà. Euh, J'avais parlé aussi des violences invisibles dans la vidéo 9 de la révision 17. C'était quelle vidéo celle-là? Ah ben j'ai changé le titre. C'était la partie 2 d'un truc, puis j'ai changé le titre. Je ne sais plus quel titre j'ai mis. Mais ben, les violences invisibles, moi je les ai vécues encore là aussi pendant 20 ans avec un autre chef dans ce job qui lui gueulait sur tout le monde. Et en fait, moi je devais assister à chaque fois au fait qu'il rabaissait les gens, il les humiliait. Et j'avais mal au cœur pour eux. Et je subissais ça à longueur de journée. Même quelqu'un qui venait me parler, il était dans cette violence avec ces gens. Il ne l'était pas avec moi, mais il était avec tous les gens qui gravitaient autour. Et rien que d'être témoin, moi, de cette violence-là, d'assister au fait qu'il se faisait rabaisser, humilier, qu'il se faisait incendier, gueuler dessus, euh, pour moi, c'était violent en fait. J'avais beaucoup de mal à vivre ça, et ça me ramenait à ce que j'avais vécu enfant, hein, de voir le persécuteur. J'ai jamais aimé les dominants, j'ai jamais aimé ces gens qui sont persécuteurs. J'aime pas du tout. Pour moi, c'est vraiment une violence invisible qui m'a fait beaucoup souffrir dans ma vie d'assister à ça en fait. Et inévitablement, aujourd'hui, j'ai envie d'intervenir et de dire stop quoi, stop, stop, t'es qu'un connard, etc. Ce qui fait que avant,
j'étais beaucoup plus à subir sans oser intervenir, sauf qu'aujourd'hui, je serais capable de mordre, en fait. Je serais capable de mordre en voyant quelque chose comme ça, en fait. Et ben, il y a eu des situations où je me suis moi-même mis en danger parce que je pouvais même pas contrôler ma pulsion de je vais te rentrer dans l'art, toi, que tu oses faire ça à quelqu'un. Euh, il faut presque me retenir et j'ai dû déménager d'un endroit parce que j'étais en danger en fait. Parce que c'était cette rage interne de ne plus laisser les gens comme ça. Vous voyez? Côté un peu justicier, mais en fait que vous contrôlez pas à l'intérieur en fait. Je pense que j'ai appris à le modérer, mais peut-être que dans certaines situations, j'en sais rien. En toute humilité, je ne sais pas si dans n'importe quelle situation je saurais modérer, j'en sais rien. Euh, Ma fille a subi de la maltraitance chez sa nourrice, hein, donc là aussi, euh, j'ai vu que sur elle, il fallait aussi effacer certains traumas de sa mémoire qui s'effacent progressivement, mais inévitablement, euh, toute cette violence qu'elle vivait chez la nourrice, elle ne pouvait pas parler, elle était petite. Quand elle a commencé la maternelle, donc vous voyez, c'était avant la maternelle, elle était petite. Euh, du jour où elle a commencé euh, la maternelle, elle a découvert qu'en fait, il y avait des adultes gentils. Elle savait que les adultes étaient gentils dans la famille, mais en dehors de la famille, quand maman travaille. Et du moment où elle est allée à l'école maternelle, elle a trouvé que les maîtresses étaient gentilles, les ATSEM étaient gentils. Et même si elle ne parlait pas, elle avait donc beaucoup de retard de parole à cause de ça, elle hurlait quand la nourrice venait la chercher. Elle hurlait. Et là, ça a commencé à tous nous inquiéter. Le corps enseignant et moi. Et là, je me suis dit, c'est pas normal en fait. Avant, elle hurlait pas. Et en fait, la petite, c'est du fait qu'elle avait découvert autre chose qu'elle s'est rendue compte que ah, ça existe. Ça existe. Mais moi, je veux toujours aller à l'école dans ce cas-là. Je veux plus aller chez cette folle. Et en fait, c'est là que ah putain. Et c'est là que c'est mise en jeu toute une enquête que j'ai menée de euh, cuisiner mon fils pour qu'il ose parler et qu'il m'a dévoilé des choses. Et là, oui, là, c'est parti au combat. Et c'est là où je vous dis, il y a des moments où vous ne pouvez pas contrôler, hein, en fait. C'est la rage interne, c'est la rage. Hein. C'est bam. Donc, inévitablement, quand vous avez connu cette forme de qu'on ne vous a pas protégé, comme vous auriez aimé être protégé, ben moi, inévitablement, moi, c'est enclenché ce mécanisme que moi, je casserai ce transgénérationnel et que je ne serai pas la maman passive qui laisse faire. Non. Ah non, non. Et donc, je n'ai rien laissé faire. Non. Non, moi, la protection, j'ai cassé ce transgénérationnel-là. Je l'ai pété, mais pulvérisé haut la main. Hein. Ouais, ouais. Non, ça, voilà. J'ai pas reproduit les mêmes erreurs. Normalement, ce que vous avez vécu comme souffrance était là pour faire, péter des choses et pour être aligné sur vos valeurs et pas reproduire des choses bêtement en somnambulisme. Mais parfois, c'est compliqué parce qu'en fonction parfois de ce que vous avez vécu, vous partez dans un autre extrême qui n'est pas bon non plus. Parce que j'en vois des personnes en coaching qui ont eu des parents très sévères et qui sont donc partis en mode violence invisible à dire oui à tout aux enfants, et là ça crée d'autres dégâts, puisque ça crée des enfants rois et des futurs dictateurs, comme la personne que j'ai connue dans mon enfance, vous voyez. Et en fait, c'est pas bon du tout non plus, parce qu'il y a d'autres enfants qui subissent cette dictature de ces enfants-là, et ça fait des dégâts. Et là encore, je suis l'exemple type de la personne qui a subi les violences invisibles toute sa vie, en fait. Et ça en fait des dégâts, croyez-moi. Ça en fait des dégâts, hein. On traîne ces boulets-là pendant longtemps, hein. Parce qu'on vous a vraiment appris à ne pas vous rebeller, à ne pas vous exprimer, à ne pas dénoncer. Comme ça, eux peuvent continuer à faire tout ce qu'ils veulent. Donc ils vous disent que c'est mal. Comme ça, eux peuvent continuer à faire tout ce qu'ils veulent. Et c'est des gens qui sont très forts pour
pour manipuler les autres et leur faire croire à eux que c'est eux qui sont persécutés, alors qu'en fait, c'est les persécuteurs. Donc inévitablement, il y a tout ça que vous devez traverser sur votre chemin et rencontrer des gens comme ça pour reprendre votre pouvoir face à ces gens-là. Et inévitablement, le truc de l'image de perfection ou de qu'est-ce qu'on pensera de vous, ça doit devenir le cadet de vos soucis. Hein. C'est votre peau que vous devez sauver et aussi la cellule. Vous voyez, les gens qui subissent en dessous, inévitablement, il faut être face à ses responsabilités et à toutes ces conséquences-là. C'est des sujets où il y a tellement à parler qu'inévitablement je devrais revenir sur tous ces sujets-là à plusieurs reprises pour enfoncer le clou, parce que là j'ai pas approfondi à fond, mais il y aura des vidéos où je reviendrai sur certaines de ces notions que j'ai abordées là rapidement. Visiblement il faut qu'on se laisse avec un extrait de livre, donc je vais aller chercher mon cahier. Comme d'habitude, j'ouvre le cahier et les guides sont très forts. J'adore ça. Surtout que tout s'intensifie au niveau de mes sens et capacités. C'est fou en fait. Donc, je vais vous lire ce petit extrait. Il est quand même assez long. Le processus de domestication des humains. Grâce à cette domestication, on apprend comment vivre et comment rêver. Au cours de notre domestication, l'information du rêve de la planète, le rêve collectif, est transmise à notre rêve à nous interne et construit tout notre système de croyances. Enfant, on nous apprend le nom des choses, maman, papa, lait, bouteille. Puis, jour après jour, à la maison, à l'église et par la télévision, on nous dit comment vivre. Quels sont les comportements acceptables? Moi, c'était pas acceptable que je dénonce. Non, je devais laisser les gens mal agir en disant rien, sinon c'était moi la méchante. Vous voyez? Le rêve de la planète nous enseigne comment être des humains. Nous avons un concept de ce qu'est la femme et un de ce qu'est de l'homme. Moi, le concept, c'était que la femme devait être soumise à l'homme. Et nous apprenons aussi à juger. Nous jugeons nous-mêmes. Oui. Les personnes vous jugent et vous dites « Ah oui, c'est vrai, je suis comme ça. » Nous jugeons les autres et les voisins. « Ah non, ça, moi, je n'avais pas le droit. Que me juger moi? Moi, j'étais la méchante. Voilà, si je disais quelque chose. » D'accord? Donc, nous avons un concept de ce qu'est la femme et un de ce qu'est l'homme. Vous, parfois chez vous, la femme critique beaucoup l'homme. Bon, ça aussi, j'ai entendu, hein, je l'ai vu aussi. Hein, d'accord? Et nous apprenons aussi à juger. Nous nous jugeons nous-mêmes, nous jugeons les autres et nous jugeons les voisins. Les enfants sont domestiqués comme des chiens, comme les chats ou même tout autre animal. Pour instruire un chien, on le punit et on le récompense. De manière analogue, nous formons nos enfants que nous aimons tant exactement comme on dresserait un animal domestique, par un système de punition et de récompense. Enfant, on nous disait « tu es un gentil garçon » ou « tu es une gentille fille » lorsque nous faisions ce que papa et maman voulaient. Ouais, et parfois d'autres personnes de la famille. Hein. Voilà. Lorsque ce n'était pas le cas, on nous qualifiait de méchant garçon ou de vilaine fille. L'exemple est typique avec tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo. Vous voyez? Chaque fois que nous enfreignions les règles, nous étions punis. Lorsque nous les respections, on nous récompensait. On nous punissait plusieurs fois par jour et nous recevions également plusieurs récompenses quotidiennes. Bientôt, nous avons commencé à avoir peur d'être punis ou de ne pas recevoir de récompense. Celle-ci consistant à obtenir l'attention de nos parents ou d'autres personnes, nos frères et sœurs, professeurs et amis. Nous avons donc eu besoin de capter l'attention des autres pour obtenir cette récompense. Nous avons eu besoin de capter l'attention des autres pour avoir cette récompense. Comme elle nous faisait du bien, nous aussi
avons continué à faire ce que les autres attendaient de nous pour l'obtenir. Ayant peur d'être punis et peur de ne pas être récompensés, nous nous sommes mis à prétendre être qui nous n'étions pas. Juste pour faire plaisir aux autres. Juste pour paraître assez bien à leurs yeux. Nous nous efforcions de faire plaisir à papa et maman, nous voulions plaire au maître d'école, plaire à l'église. Alors nous avons commencé à jouer des rôles. Nous prétendions être autres que nous n'étions, par peur d'être rejetés. Cette peur est ensuite devenue celle de ne pas être comme il faut, pas assez bon. Au bout du compte, nous sommes devenus quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Des copies des croyances de maman, des croyances de papa, des croyances de la religion, des croyances de la société. Toutes nos tendances naturelles se sont perdues au cours de ce processus de domestication. Et lorsque nous avons été assez âgés pour commencer à comprendre, nous avons appris le mot « non ». Les adultes disaient « ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Alors nous nous rebellions et nous disions « non » afin de défendre notre liberté. Nous voulions être nous-mêmes, mais nous étions trop petits et les adultes étaient grands et forts. Au bout de quelque temps, nous avons commencé à vivre dans la peur, car nous savions que chaque fois que nous ferions quelque chose de faux, nous serions punis. La domestication est si forte qu'arrivé à un certain point de notre vie, nous n'avons plus besoin de personne pour nous domestiquer. Ni papa, ni maman, ni l'école, ni l'église. Nous sommes si bien dressés que nous devenons nos propres dresseurs. Nous sommes des animaux auto-domestiqués. Nous pouvons désormais nous domestiquer nous-mêmes selon le même système de croyances que l'on nous a inculqué en utilisant le même processus de punition et de récompense. Ouais, même s'ils sont plus là, nous on continue à le faire. Bêtement, somnambulisme. Nous nous punissons lorsque nous ne respectons pas les règles de notre système de croyances. Nous nous récompensons lorsque nous sommes un gentil garçon ou une gentille fille. Voilà. En fait, on va pas culpabiliser sur les bonnes choses. On va culpabiliser quand on ne fait pas passer les autres avant nous. Ouais, moi, je culpabilise quand je dénonce. Je me dis que c'est pas gentil, c'est pas bien. Cet extrait qui est fabuleux est un extrait des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. C'est un livre que j'ai lu déjà plusieurs fois, que je vous conseille fortement. C'est une pépite. Il y a des livres, bon, autant le livre que je lis actuellement est perché, mais celui-là, c'est une vraie pépite. Voilà, vous devez savoir prendre position et vérifier que votre position est quand même... Enfin, réfléchir et pas faire comme tout le monde et pas avoir dupliqué les mêmes systèmes de croyances. Voilà. Vous devez vraiment réfléchir si ça vibre en vous, si c'est vraiment juste, si c'est extrémiste. Vous devez vous poser plein de questions pour aller voir si vraiment ça vibre en vous, en fait. Et surtout, arrêter d'agir en fonction de ces mémoires du passé, de ce que l'on vous a dit que vous étiez, en fait. Ou de ce qu'il fallait faire, ou pas. Inévitablement, il y a ce système de punition et de récompense qui, moi, me désarçonnait un peu au début de la spiritualité. Parce que dans la spiritualité, vous avez des foudres. Et les foudres, c'est des formes de punition. Mais que l'on vit de moins en moins au long du chemin. Mais surtout, vous ne le vivez pas comme une punition réellement, en fait. Parce que c'est juste plutôt un panneau stop que l'on vous met pour dire ne va pas par là. Et en fait, on nous a tellement habitués à ça qu'en fait, les conseils, on ne les écoute pas, nous. Enfin, moi, ça va, mais il y a beaucoup de gens sur leur montagne qui n'écoutent pas les conseils. Si, comment dire,
les trois quarts du temps, ils fonctionnent déjà selon ça en fait. C'est-à-dire la peur des représailles du regard des autres, mais ça passe avant la souffrance personnelle et on se sacrifie pour ça, pour quelque chose de malsain. Et en fait, les guides sont obligés finalement à un moment de fonctionner selon ce concept, parce que déjà, en fonction des actions, il y a quand même la règle du karma qui existe, ça quand même, heureusement qu'il y a une justice, d'accord? Donc ça, le karma, vous ne pourrez jamais passer en travers, mais parfois, il n'y a que ça qui marche pour vous faire avancer. Plus vous aurez lâché votre ego, plus les guides n'auront plus besoin d'avoir recours à ces mécanismes basiques, mais c'est justement ce qui ressort aussi dans le livre de Gounel, Les dieux voyagent incognito, c'est que à un moment, quand vous vous bougez pas le cul, on est obligé de fonctionner en utilisant votre peur. Il n'y a que ça qui va marcher. C'est que vous restez dans le sacrifice. Vous restez dans le sacrifice dans votre vie. Parce que vous avez peur de quelque chose. Mais on va donc utiliser cette peur, mais autrement. C'est en te montrant, bah écoute, là, tu crois que tu vis dans le confort, non, tu vis dans le sacrifice, c'est juste que tu t'es habitué, et tu as peur du regard des autres, ou tu as peur d'un dictateur et d'un dominant, bah, on va faire la même chose, c'est que la zone où tu es là, sous ton plaid, alors qu'il y a le feu en dessous de toi, bah, on va la rendre vraiment très inconfortable, et là, tu vas être obligé de bouger ton cul, parce que tu ne peux pas rester en sacrifice toute ta vie. Donc, inévitablement, là, dans ce cas-là, oui, les foudres augmentent pour te dire, tu es en train... T'adores tellement le masochisme qu'on va t'en livrer encore plus, c'est ce que tu sembles aimer, c'est ce que tu sembles demander, ben, on va te prendre à ton propre piège et on va faire en sorte que, ben, au moins, il n'y a que ça qui marche avec toi. Par contre, plus vous montez votre montagne, moins vous avez ce genre de foudre. C'est vraiment au début, quand il n'y a que ça qui marche sur vous, en fait. Donc au début, vous pouvez vous dire, ah ouais, mais pourquoi dans la spiritualité, il y a quand même le système de récompense et de punition? Ben, parce que vous, il n'y a que ça qui marche. Il n'y a que ça qui marche. Donc, ben, ils sont obligés, ben, on en vient là. On en vient là provisoirement, parce qu'il n'y a que ça qui marche. Voilà. Je vais vous laisser, cette vidéo est monstrueusement longue. Je vous dis à bientôt, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous livre pas un peu de moi de plus en plus, quelque chose que je n'aimais pas du tout faire. Je nettoie mon côté évitant, voilà, je guéris cette partie de moi qui aime garder mon périmètre de sécurité. Bon, ben voilà, vous voyez, mes épaules sont plus détendues, même tous les traits de mon visage sont beaucoup plus détendus, mon regard brille de nouveau, voilà, voilà, tout ça. Je suis moins dans la méfiance, je suis moins dans le côté évitant, voilà. Voilà pour tout ça, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires en dessous, faire des likes, c'est tout ça qui fait que ça accentue ma chaîne. Et si jamais vous voulez me remercier en faisant des dons à la chaîne, pour le temps que je passe gratuitement, en mode bénévolat, bah, n'hésitez pas, je remettrai mes coordonnées PayPal pour le faire. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.